raconte-t-elle ces quelques 450 histoires ordinaires parues depuis 10 ans sur le site? Si je devais en quelques mots résumer les profils des portraits, je dirais qu'ils ne s'opposent pas en modèle à imiter. Ils s'autorisent à dire leurs problèmes, les coups qu'ils ont reçus et comment ils s'en sont relevés. Ils ont souvent créé le collectif pour générer les idées, l'énergie, la démarche qui met en mouvement et qui perdure au-delà de chaque individu, qui parfois même transcende la personne et le collectif. Ce patrimoine, souvent l'équipe d'Histoire ordinaire a rêvé d'en faire des livres, des dossiers accessibles sur le site, des suites aux portraits avec la question que vous nous posez souvent, mais que sont-ils, que sont-elles devenus, où en est leur rêve, leur projet? Histoire ordinaire, ce ne sont pas les idées qui manquent, mais les gens pour s'en emparer. La bonne idée est allée allonger la liste des autres bonnes idées, en attendant preneur ou preneuse. Et puis, comme souvent, il y a eu un déclic. Invité par l'association Psychologie et Vieillissement à participer à un colloque sur la transmission, nous nous sommes dit que nous avions ce devoir de transmettre cette richesse, cette énergie, ces idées, cette trouvaille ingénieuse et toute cette coopération. Nous qui sommes les héritiers et héritières de l'éducation populaire, de ces précurseurs que nous avons rencontrés sur notre chemin et qui nous ont conscientisés, nous devions nous donner le temps de tisser des liens entre ces différentes tranches de vie. Edgar Morin écrit « Quand je parle de complexité, je me réfère au sens latin élémentaire du mot complexus, ce qui est tissé ensemble. Les constituants sont différents, mais il faut voir, comme dans une tapisserie, la figure d'ensemble. Eh bien, on a eu envie d'appliquer cette phrase d'Edgar Morin au portrait. Trouver ce qui relie et ce qui permet de tisser des liens entre les différentes histoires de vie, les expériences, les projets, les actions. Mettre en lumière les connaissances issues de ces expériences de vie. Repérer et analyser des pistes nouvelles issues de l'interaction entre tous ces portraits. Avec Albert, nous sommes partis à la recherche de conseillers et conseillères en tissage de liens. Nous en avons rencontré une dizaine qui nous ont permis d'affiner le projet. Puis, nous avons demandé à Michel, notre rédacteur en chef, de sélectionner 375 portraits. Il les a tous en tête. Nous avons testé les fils conducteurs pour analyser les portraits. Nous avons bâti au moins 3 questionnaires qui ont été soumis à des volontaires. Nous avions enfin les fils, les constituants, comme écrit Edgar Morin. Mais il nous fallait trouver les tisserands et les tisserandes. Sur la centaine contactée, 77 ont répondu à l'appel. 6 ont travaillé en solitaire et 70 en binôme. Les binômes, des couples, des duos mère-fille ou tante-nièce, des amis qui se sont retrouvés, des sœurs et aussi des personnes qui ne se connaissaient pas et qui ont fait connaissance à cette occasion. 53 femmes et 24 hommes, 55 retraités et 22 actifs, venant de différents secteurs professionnels, le journalisme, l'éducation, l'art et la culture, l'administration, l'agriculture et l'artisanat. Et le temps, difficile à évaluer. 3 heures par portrait et par binôme pour certains, 5 jours à 2 pour 10 portraits pour d'autres, 7 à 8 heures par portrait. Mais comme dit une participante, on n'a pas fait que rédiger pendant ce temps-là. L'étude des sujets était l'occasion de discussions et de consultation d'autres documents sur Internet, d'où la difficulté pour nous d'évaluer précisément le temps passé. Démarré mi-mars, pendant le premier confinement, nous avons bouclé
le 14 juillet. Un travail fantastique. Et on tient à vous remercier, vous, tous et toutes qui avez participé. J'ai eu le privilège de lire les fiches. Alors que nous étions confinés, les portraits rendaient possible mes rêves de société équitable, d'une société capable de construire des relations et des échanges sociaux sains, capable de coopérer et de se construire un avenir. Cela fait longtemps que je vais sur le site d'Histoire ordinaire et j'ai toujours apprécié tous ces portraits qui me faisaient voyager. Et au bout d'un moment, c'était comme un patchwork, plein de couleurs, plein de voyages. Donc quand la proposition est venue, j'étais tout de suite partante, plutôt très contente. Voilà. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié le travail en binôme parce que finalement, alors que nous étions immobilisés, ça a remis du mouvement dans la pensée, dans la parole et dans l'écriture. Alors, voilà notre méthode. Nous écrivions chacune avec Françoise notre version du portrait. Nous échangions longuement au téléphone, puis nous faisions la version définitive. Et en fait, ce qui me reste après coup, c'est que du coup, ça a été une lecture, mais aussi une relecture des portraits. C'est-à-dire que finalement, ça a été un petit peu notre création personnelle. Alors quand je repense à tout ce parcours-là, je me dis aussi que au-delà des singularités, ce qui me reste finalement, c'est que dans ce monde qui se fracture, dans ce monde qui est très chahuté, très cabossé, il y a plein d'inventions possibles et que chacun, à sa façon, sur ses débris ou ses fractures, peut inventer des choses et ça donne des leçons de vie absolument merveilleuses. Ce projet, ce qui m'a plu, c'était de participer à un travail collectif. J'étais contente de faire partie de cette aventure. Je trouve extraordinaire, d'abord, d'avoir pu mobiliser plus de 70 personnes pendant cette période de confinement pour lire et analyser tous ces témoignages. J'ai proposé à ma sœur qui habite au Havre de le faire avec moi et c'était sympa de le faire ensemble. Alors, comme on a fait, on prenait les témoignages les uns après les autres. D'abord, je lisais le premier, ensuite elle le second. On essayait chacune de notre côté de répondre aux questions et ensuite on échangeait par téléphone, on se mettait d'accord. En général, on était d'accord, sauf que chacun amenait des choses auxquelles l'autre n'avait pas pensé. Chacune rédigeait ensuite de son côté. On se l'envoyait pour avis et on classait la fiche dans le dossier et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça m'a apporté? D'abord, c'était un objectif intéressant qui nous mobilisait pendant une période sans activité, une relation extérieure. Et puis, ça fait du bien de lire ces témoignages. Ça nous conforte dans l'idée qu'il faut garder l'espoir, être confiant dans les possibilités des gens à être des citoyens qui imaginent, s'engagent, créent du collectif, pour faire face à des difficultés, pour faire évoluer des mentalités, pour lutter contre les inégalités, créer des alternatives, de la solidarité. C'est une lame de fond auquel je crois beaucoup. Ma première réflexion, ça a été de me dire que finalement, ces portraits, certains d'entre eux m'avaient échappé. Ou plutôt qu'au tout début de la création d'Histoire ordinaire, je crois que j'étais très attentif à chacun de ces dossiers hebdomadaires. Et puis, en relisant ces portraits, je me suis rendu compte que certains d'entre eux m'avaient échappé. Et j'ai pris un vrai plaisir à découvrir qu'il y avait une sorte de communauté dans Histoire ordinaire. C'est-à-dire qu'il y avait des traits communs sur la générosité, bien sûr, sur la nécessité d'être accompagné quand on veut lutter, sur la nécessité d'être avec des autres, sur le fait d'avoir été appuyé, pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs, dès l'enfance, d'avoir fait des rencontres qui sont des rencontres qui comptent dans une vie. Et pourtant, curieusement, le portrait qui m'a peut-être le plus intéressé, c'est celui de la caissière du supermarché de Villejean,
qui, elle, n'est dans aucun mouvement, aucun groupe, elle n'est là que pour elle-même, mais il y a quelque chose de passionnant en elle, en ce sens que c'est quelqu'un de modeste, c'est quelqu'un qui fait, bon, on peut dire qu'elle réussit dans la mesure où elle va quitter la réserve, mais en même temps, elle est surtout dans une sorte de dignité. Notre caissière n'est pas dans la pauvreté, elle est dans la modestie. Mais alors, quelle dignité! Alors, voilà, c'était mon portrait préféré en quelque sorte. Un beau périple, hein, celui que nous avons fait à travers ces récits. Ce voyage, on l'a fait au printemps 2020, cette année, en étant confinés, contraintes de rester entre les 4 murs de nos logements. Et ces portraits sont venus nous titiller, agiter nos neurones, nos émotions. Ils nous ont mis aussi face à notre réalité, à nous qui ne pouvons qu'attendre de pouvoir ouvrir notre porte face à toutes ces personnes qui sont tellement engagées dans la vie, libres pour la plupart. Ce fut de belles découvertes, des rencontres, avec souvent l'envie d'en savoir plus. Nous sommes allés chercher à travers les mots, entre les lignes. Nous avons pris de la distance aussi parfois, pour mieux voir ce qu'étaient ces vies, ce qui les fabriquait, ce qui leur donnait cette couleur. Chercher à comprendre, à lire, à sentir l'essentiel. Ces lectures nous ont vraiment redonné l'énergie devant les fractures, les injustices, devant tout ce qui enlaidit notre monde et notre vie. Des échappées sont possibles. Par des expressions très variées, ces personnes ont redonné de la lumière, des couleurs. Elles embellissent le présent en redonnant un sens à leur vie, une raison de vivre. Et à travers ces récits, on a vu que c'était possible, que des choses étaient possibles. L'action collective est au centre de sa vie. Lycéen, il crée un foyer en autodiscipline. Instituteur, il adapte une méthode d'apprentissage de la grammaire pour les enfants de petits paysans et crée une coopérative scolaire. Ensuite, à l'association Tourisme et Travail, il anime des soirées de littérature vivante pour les vacanciers des comités d'entreprise. Un jour, un jeune Africain lui demande « Que peut-on faire pour les jeunes de Brazzaville ?» Francis lui fait visiter ce que l'on fait en Bretagne. À son retour à Brazzaville, le jeune Congolais crée une MJC dont Francis devient le conseiller technique. Francis est porté par une grande conviction. L'éducation populaire peut transformer fondamentalement la société. Et, martèle-t-il, la vie associative est une force extraordinaire qui doit être perçue comme partenaire politique. Bonjour, je m'appelle Pierre Durozois, je suis coordinateur d'une association qui s'appelle Cœur Esquème, qui est basée dans le quartier de Morpa à Rennes. Cœur Esquème, c'est un mélange de breton et de wolof qui veut dire la maison de l'échange. J'ai déjà eu la chance de figurer dans les portraits d'histoires ordinaires il y a peut-être 4-5 ans de cela, pour un projet que je porte encore, qui est porté du coup par des jeunes pour des jeunes à Rennes, qui s'appelle le Laboratoire Artistique Populaire. Et c'est une initiative citoyenne d'éducation populaire, qui a pour but de rassembler 25 jeunes qui viennent d'horizons différents, hein, en l'occurrence du quartier de Morpa, mais aussi d'ailleurs. L'idée étant de faire de la mixité sociale et de pouvoir rassembler à la fois des personnes exilées, migrantes, des jeunes, parfois en situation difficile, d'autres non, des étudiants des beaux-arts, des infirmières, des gens de partout, mais autour des pratiques artistiques et des pédagogies d'éducation populaire. C'est-à-dire que pendant cette initiative, en fait, c'est un projet qui va faire en sorte que les jeunes puissent se réapproprier un lieu vide, vacant, qui vont décorer, qui vont façonner à leur image, ils vont apprendre à faire des meubles, etc. pour créer ce lieu-là. Et ensuite, pendant 6 mois, il y aura dans ce lieu des activités artistiques données par des professionnels, que ce soit du théâtre, du hip-hop, du rap, de la poésie, du cirque,
des photos et qu'en sais-je. L'idée étant en fait de créer un espace en fait où les jeunes se sentent en sécurité, se sentent valorisés, puissent créer du lien social, apprennent à reprendre confiance en eux, à se confronter aussi au monde, apprennent à décider en groupe, mais aussi dans une approche interculturelle, donc des gens qui viennent de différents horizons. L'année dernière, il y avait des personnes de 9 nationalités différentes, par exemple, sur un groupe d'une vingtaine de personnes. Et voilà, c'est ça aussi notre approche de l'éducation populaire, c'est créer un espace où les jeunes puissent se transmettre des savoirs entre eux, et pas simplement des savoirs descendants ou officiels, mais aussi partir de la richesse de ce qu'on appelle les savoirs expérientiels, c'est-à-dire ce que les gens savent dans leur quotidien, qu'ils ne considèrent pas forcément comme des compétences. Mais nous, l'idée, c'est qu'on va essayer de valoriser ce que fait chacune dans sa vie de tous les jours, en tant que jeune mère d'une famille monoparentale, en tant que jeune ouvrier, en tant que... peu importe. On a tous une pierre à apporter à l'édifice. Alors en ce moment, en période de confinement, c'est encore rendu plus difficile vu que on doit inventer des nouvelles façons de faire, passer par les réseaux sociaux, par le distanciel. Mais on essaie de continuer à être au plus proche des gens sur le terrain dans le quartier de Maurepas. Et on a hâte de pouvoir retrouver tout le monde et de pouvoir continuer à mener des actions auprès des habitants de ce quartier. J'adore ça, dit Jean-Claude Vuillard en regardant les mômes, garçons et filles, s'affronter avec des gants plus gros que leur tête. Le peintre en bâtiment, inoxydable militant syndical et politique, occupe ses jours, ses soirées et ses week-ends de retraité au club pugilistique de Villejean à Rennes. En boxe éducative, ils doivent toucher sans frapper, comme à l'escrime, dit-il. Il devine le combat intérieur chez ses enfants et jeunes adolescents, filles et garçons. Tous, quand ils montent sur le ring, c'est pour montrer qu'ils existent. Le club apporte une cohésion, je tiens à ce qu'il y ait un esprit de famille, ils s'encouragent entre eux. Depuis 3 ou 4 ans, des étudiants venant en boxe loisir aident aussi les plus jeunes pour leurs devoirs, une autre forme solidaire d'éducation populaire. Et donc ce sera tous des petits événements comme ça que je veux vous apporter. Nous y arriverons puisque vous savez que maintenant il y a des gens qui m'apportent des livres. Ils viennent m'apporter parce qu'en fait ils pensent que la méconnaissance du port mérite quand même mieux que ça. Alors voilà le sujet de mon blog. Je veux m'instruire et faire de même avec vous. Si vous ne m'avez pas compris, faites-moi répéter. Ces mots sont ceux de Gilda Treftin, le titre aussi d'un livre qu'il a écrit et publié aux éditions Histoire ordinaire. Il n'empêche, Gilda a 1000 choses à nous dire. Nous l'avons rencontrée à Lorient avec Séverine Breton. Ce soir-là, la sage-femme n'a pas pu venir. Le lendemain, lorsque ma mère a réussi à me mettre au monde, j'étais bleue. Commence Gilda Treftin. Il est infirme moteur cérébral. Il peine à parler, mais les mots sont à la fois ses alliés et ses armes. Son 4e livre raconte son histoire, celle d'un petit garçon dans les années 1950 à Kerpap. On le regardait comme un animal venu d'une autre planète, et puis un jour, une maîtresse remplaçante lui a donné un livre. Un jour, donc, elle faisait dire à un élève ce qui était écrit sur le tableau, et cet élève ne savait pas lire. Et donc Gilda, dans son coin, moi je sais. Marie-Claude tape les mots de Gilda. Il prévient. Si vous ne m'avez pas compris, faites-moi répéter. Il ne cache aucune de ses difficultés. Je me déplace en fauteuil roulant. Je n'arrive pas à manger seul, à écrire avec un crayon. Mais je suis un citoyen, dit-il. Pendant 12 ans, Gilda a été conseiller municipal à Lanester. Il se bat contre la charité mal ordonnée, les gens qui prennent des décisions à sa place ou l'inaccessibilité de certains lieux. Une jolie leçon de vie pour tous ses copains. On a compris le message. Ne pensez pas pour nous. Si on demande à Gilda de répéter, c'est juste pour qu'il continue de raconter et d'écrire. Encore et encore. En Suède, Karl épouse la politique du parti Initiative féministe. Je voulais vraiment prendre parti car je sens que dans le futur, quand je parlerai à mes enfants,
Je ne voudrais pas qu'ils aient un salaire diminué selon qu'ils soient filles ou garçons. Éviter de se dire « Oh non, je n'ai rien fait », car il y a encore des femmes qui sont moins payées que les hommes. C'est quelque chose que j'avais besoin de faire pour changer le monde, enfin, pour en faire un meilleur endroit. Dans la lutte qu'elle mène depuis la France contre la dictature syrienne, Maria croit toujours aux armes de la non-violence, plus efficaces à ses yeux et conformes à sa foi musulmane. On ne peut répondre à la violence par la violence. Les Syriens ne demandaient pas la chute du régime, mais un peu plus de dignité. Les premiers à manifester à Damas le 17 mars 2011 étaient des militants non violents qui n'ont pas accepté de se taire devant les emprisonnements arbitraires et injustes, dit Maria avec de la fierté dans la voix. La violence est un piège dans lequel nous ne devons pas tomber si nous voulons nous bâtir un avenir. Dans la région d'Amara, au nord de l'Éthiopie, se trouve un village d'une centaine de familles, Avra Amba. Ici, depuis 50 ans, hommes et femmes partagent les tâches, les revenus et les décisions. Les enfants, tous scolarisés, ont voix au chapitre. Les anciens ont leur maison de retraite. La religion dans ce pays très religieux ne s'affiche pas, elle est affaire privée. L'initiateur, l'âme de cette utopie africaine, Zumra Noudou, 70 ans, paysan dont la sagesse bouscule les traditions. J'ai connu beaucoup de gens à la rue puisque j'y ai vécu moi-même. Certains vivent douloureusement d'être séparés de leurs femmes et de leur famille. Mais malgré tout, il y a dans la rue des moments extraordinaires de joie et de fraternité. Ceux-là qui n'ont rien sont capables de tout donner, de vivre des moments de partage, de rigolade, de copinage qui se font et se défont. Ces gens-là que j'ai connus à la rue et qui sont partis trop tôt vivent dans mon cœur. Je ne les oublie pas. Nous sommes réunis aujourd'hui pour fêter des saints. Morts dans la rue comme de simples inconnus pour certains, cabossés par la vie jusqu'à être détruits pour d'autres. Réunis comme une chaîne incassable, une force nous relie. N'oublions pas tous ces parcours, tous ces moments si différents, mais si poignants. Tous ces gens rencontrés, exclus de la société, qui sont devenus mes amis. Bonsoir à vous tous. J'ai plaisir à participer à cette Assemblée Générale des 10 ans. Tout d'abord, un grand merci à l'équipe pour toutes ces histoires de vie qui nous viennent chaque semaine. J'ai participé à la préparation des 10 ans et mon intérêt pour les personnes et les reportages s'en est trouvé renforcé. Je vais l'exprimer à partir de 3 exemples, Alexis, Mélisande et Pauline. Ils refusent la croissance et ils ont choisi la sobriété. Mais surtout, ils sont décrits avec beaucoup d'humanité. Alexis, c'est l'irréductible breton aux 7 vies qui a choisi la simplicité volontaire. Michel Rouget le rencontre en 2010 et il a alors 71 ans. Il a travaillé dans les fermes dès 7 ans. À 15 ans, il peut faire le collège et le réalise en 18 mois. Ensuite, il lit les philosophes et dans une paroisse populaire, il s'initie au social et au syndical. 1960, c'est l'Algérie. Très vite, il écrit un article à la Croix pour dénoncer la torture. Dans les années 60, donc, il sera ouvrier, puis infirmier psychiatrique. Dans les années 70, il crée le magasin Jardin et Santé, d'où émergera plus tard la Biocoop. Dans les années 80, il crée une ferme qui permet d'employer les handicapés mentaux et des sortants de prison. Ce parcours est impressionnant, et la suite l'est plus encore. À 57 ans, il cesse ses activités et marche dans les pas de Serge Mongeau, le penseur québécois de la simplicité volontaire. Il se dit le gardien et pas le propriétaire de 2,5 hectares en Brocéliande. Il y restaure la grange et cultive des fruits qui sont disponibles pour les marcheurs et pour les amis. Avec ses 800 € par mois, il en consacre un tiers à ses besoins et le reste, c'est pour une trentaine d'associations et 18 filleuls dans 11 pays. Alexis parcourt la France pour animer des débats, des ateliers et lancer des équipes d'écopotes phosphorant sur la simplicité volontaire
face aux multiples stratagèmes de la société de consommation. Mélisande vit à Brest. Elle est de tous les combats associatifs alternatifs. Christian Buchet la rencontre en juin 2012. Elle a alors 36 ans. Militante, faucheuse anti-OGM, zadiste à Notre-Dame-des-Landes, membre des Colibris de Pierre Rabhi, avec ses talents de clown, elle anime des manifestations de rue. Elle se souvient émue de son grand-père, Papy Écolo, Géo Trouve-Tout, qui l'a initiée au recyclage des objets du quotidien. Employée aux espaces verts d'un EHPAD, elle est remarquée et intégrée à l'équipe de soins pour son feeling avec les personnes âgées. Mais elle a dû quitter cet emploi pour des raisons de santé. Mélisande veut se projeter dans une bonne vie. Elle se verrait bien vivre modestement de ses interventions gesticulées et artistiques, comme à Lyon, où elle a mené une animation anti-OGM. Mais elle n'oubliera pas de prendre le temps de vivre tout simplement et de faire un enfant avec l'homme qu'elle aura choisi. Pauline a 25 ans en juin 2012 quand Michel Rouget la rencontre. Elle se veut engagée et libre. Pauline étudie à Rennes dans un IUT carrière sociale et son revenu est de 300 € par mois, plus les APL. Pour moi, la liberté est quelque chose de fondamental. On peut considérer que ma liberté est limitée, mais je trouve des alternatives. La liberté, c'est de pouvoir agir spontanément et ne pas se retrouver enfermé dans tes contraintes. Selon Pauline, si on produit des choses qui ne servent à rien, juste pour produire, donner du travail, acheter pour acheter, c'est un non-sens complet. Elle est engagée dans les questions de consommation, l'attention aux autres, les actes que l'on pose pour les uns envers les autres. Pauline adaptera son niveau de vie selon les enfants et les projets. Mais il n'est pas question de se laisser enfermer dans les questions d'argent. Et moi, j'aimerais bien savoir comment Pauline conjugue aujourd'hui ces deux principes. Ce qui m'impressionne, c'est non seulement le niveau d'engagement, le souci de l'autre et du bien commun des personnes, de toutes les personnes rencontrées depuis 10 ans dans l'histoire ordinaire, mais c'est aussi et surtout l'intensité humaine qui se dégage de ces reportages. Alors, merci, bon anniversaire et longue vie à Histoire ordinaire. Je suis Anne-Laure, je suis la cofondatrice et la coordinatrice de l'écodomaine du Bois du Barde à Mélionnec. Mélionnec, on est dans Cresse-Braise, en Centre-Bretagne. C'est un lieu qui a été créé il y a 8 ans pour la partie économique, mais avec ma famille, on est là depuis presque 15 ans. Et on a commencé par une maison ossature bois-paille. Et puis aujourd'hui, on est un pôle territorial de coopération économique. Il y a 2 entreprises et 2 assos qui travaillent ici. Et on est sur 24 hectares au total. Donc on est sur une ferme paysanne. Elle a une dominante arboricole. C'est-à-dire qu'on, comme dirait Gilles, on est éleveur de pommes. Parce qu'on a 5 hectares de pommiers, pommes à cidre. Et puis on récolte aussi la sève de bouleau depuis 5 ans. Parce qu'on a plus de 300 bouleaux sur la ferme, dont le plus vieux recensé de France. Voilà. Ça c'est la base, ça a été le projet agricole. Et puis après, il y a une autre entreprise qui s'occupe de la partie touristique. Donc on a un camping et quelques hébergements insolites. Et on a eu l'écolabel européen l'année dernière par rapport à la gestion durable du lieu, quoi. Et puis après, il y a 2 assos. Une asso qui s'occupe de la partie pédagogique et des événements culturels. Donc elle accueille les groupes, les scolaires, les centres de loisirs, ou des groupes même d'assos qui ont envie de découvrir le lieu et de voir comment on fonctionne. Et puis les événements culturels, on a un festival tous les étés, tous les mercredis à 18h, il y a un spectacle pour enfants. Donc ça s'appelle les Belbiachau, ça veut dire les enfantillages en breton. Et puis l'autre association, en fait, elle s'occupe de tout ce qui est formation professionnelle.
ou pour les particuliers. L'idée, c'était de transmettre notre façon de travailler. Bonjour, je suis Régine Komokoli, j'ai 39 ans, je suis la maman de 3 filles que j'élève toute seule. Habitat participatif, c'est énorme pour moi, c'est un cadeau. Je viens de la République centrafricaine. Nous, on appelle ce forme d'habitat participatif la cour commune. Donc, on fait, c'est plusieurs maisons, on partage la cour, on partage même la salle de bain, la cuisine, le fil à linge à sécher et puis même aussi d'aller faire des courses pour les anciens. Quand j'ai vu l'annonce passer sur mon Facebook, j'ai même pas hésité. Ce sera l'occasion pour moi d'avoir des voisins, des voisines, des papis, des mamies, des frères, des sœurs, des grands frères. On apprend à se connaître, à s'accepter. Je veux vivre à Vigan. Vigan, c'est chez moi. Travailler à Vigan, faire des actions sur Vigan et habiter à Vigan, je ne peux pas rêver mieux. Moi, je suis contre les gaspillages, la consommation énergétique inutile, la consommation de tout, de transport. Vivre comme ça, dans ce sens-là, partager tout, ça permet aussi de vraiment participer et agir sur le changement climatique, que même si c'est à un tout petit niveau, c'est toujours ça à faire. Et aussi pour l'éducation des enfants et de mes enfants aussi, qui vont apprendre aussi à vivre autrement dans le partage, dans le monde où aujourd'hui on vit, c'est un peu chacun pour soi. Donc retourner sur les fondamentaux, je pense qu'il est plus que jamais urgent. Merci. On les croise dans les rues tirant avec leurs vélos des remorques chargées de colis, d'électroménagers ou de lourdes armoires. C'est Tout en vélo, une société coopérative et participative rennaise. À la traction écologique, Tout en vélo a ajouté la fabrication de remorques recyclables. Puis une franchise, une vraie fausse franchise. Ici, ni droit d'entrée, ni redevance. Il faut seulement s'organiser en SCOP et partager ses connaissances. Toutes ces SCOP Tout en vélo font faire commun dans une société coopérative d'intérêt collectif, SCIC, nationale. Mutualiser la construction de remorques, le conseil, l'activité comptable, les services juridiques. Nous adhérons, résument les étonnants transporteurs rennais, à des valeurs dans lesquelles se reconnaissent beaucoup de jeunes aujourd'hui, des valeurs éthiques, environnementales et de solidarité. À Augan, 1400 habitants, près de Ploërmel, est né en 2009 le Champ commun, une épicerie-bar coopérative. Entourés de 86 associés solidaires, ils étaient 10 pionniers mêlant bénévolat et mi-temps au SMIC. 10 ans plus tard, le Champ commun est devenu une société coopérative d'intérêt collectif forte de 188 associés et 13 salariés. Le commerce coopératif de proximité, comme il aime à se qualifier, est devenu grand. Une auberge, une cantine, une microbrasserie se sont ajoutées au garde-manger et à l'estaminet des débuts. Musique rock ou classique, clowns, joueurs de palais ou de belote animent le lieu. Une activité essaimage a aussi été lancée pour partager l'expérience avec d'autres ailleurs. Je suis extrêmement fière parce que déjà de pouvoir faire partager tous ces problèmes, mais peut-être donner le sourire aux gens quand ils le liront ou leur redonner du courage si ça ne va pas et qu'ils le lisent. Ça c'est important. Le livre c'est quelque chose de merveilleux et de me dire que maintenant c'est moi qui fait partie d'un, c'est très important. Voilà. Mais au moins je sais que je pourrais le partager. Salut, les histoires ordinaires.
Un enfant accroché sur l'épaule de son papa lève la tête et soudain s'étonne. « Regarde, papa, le ciel est partout. » Moi, c'est le même émerveillement que j'ai ressenti quand j'avais 17 ans en découvrant le théâtre. Pour moi, le premier pouvoir du théâtre, c'est celui d'être un autre, en toute liberté. Être tantôt Ulysse qui revient d'Ithaque, ou demain, la voix de la Reine des Neiges, d'Andersen. Cette liberté, quand tu l'éprouves toi-même, tu n'as qu'une envie, c'est la faire partager à d'autres. Eh bien, en 33 ans de vie de comédien, c'est dans le partage quasi quotidien avec des enfants, des adultes, des ados, que j'ai le plus appris de la vie. Drama en grec veut dire action. Eh bien, c'est dans l'action de l'acteur que je me sens le mieux. Le théâtre m'a libéré de ces diables qui ne disent pas leur nom et qui enchaînent profondément. Le diable le plus enfoui en moi-même fut le traumatisme qu'un pédocriminel m'a fait subir quand il a abusé de moi dans le collège public de l'internat de mon enfance. Aujourd'hui, pour me libérer de ce diable, eh bien, je suis l'avocat poétique des enfants maltraités quand j'interprète La République des enfants du docteur Korczak, ce pédiatre polonais, écrivain, qui, avec ses 200 orphelins, est parti la tête haute vers les camps de la mort de Treblinka. L'atelier théâtre le plus étonnant, peut-être, ce fut celui de la prison de Laval. Donner confiance aux détenus avant leur sortie dans la société. Un des détenus écrivait tous les jours des poèmes. Eh bien, dans l'atelier théâtre, il a trouvé l'endroit pour les dire. Sa parole a été entendue. Les personnes des CAT aussi ont peu l'occasion de se faire entendre. Ils sont un peu marginalisés, comme on dit, personnes en marge. Eh bien, là aussi, j'y travaille. Se faire entendre, parler au monde, voilà pour moi la force du théâtre. Et c'est là où moi je suis ravi de ce projet parce que toute ma carrière, on s'interroge à qui le théâtre s'adresse, on parle des spectateurs. Mais là, ce sont les acteurs qui sont devenus leurs propres acteurs. Et ça, c'est très bien. Le théâtre, c'est se tenir debout et dire quelque chose au monde. Et là, formidable, des gens qui n'avaient jamais parlé à quiconque au monde, un cordonnier d'Érythrée, porte la parole d'Échille. Pour moi, c'est le meilleur résultat de ce spectacle. Un paysan de Guinée parle au monde entier à travers Échille. Pour moi, c'est la plus belle réussite de ce spectacle, de ce travail-là. Une femme de ménage française qui travaille dans les écoles à Laval, elle dit une parole qui a 2500 ans. Que demande-t-on au théâtre, si ce n'est qu'il porte la parole du plus humble d'entre nous? Bonjour, je vous invite dans l'imaginaire de mon monde multipolaire. Alors, cette maladie, au-dessus de ma vie, a tout envahi et m'a mis en crise. Comme une tempête dans ma tête, douleur et céphalée ont obscurci labeur et assiduité. À force d'être entêté, je fus comme emprisonné pour 10 années. Et puis, je me suis épuisé. Les psychiatres avaient beau chercher, rien ne les éclairait. Alors de l'entreprise, je suis parti, sous la pluie. J'ai fait une longue traversée durant des années. Il a fallu se reconstruire marche après marche, choisir la santé et les loisirs avant le travail, et de zéro repartir. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma voie sans être poursuivi par mes voies. Aujourd'hui, j'ai trouvé ma vie, car ce qui me poursuit, c'est l'envie. Pour qu'au monde de l'entreprise, je me réadapte et me réacclimate, il est exact que sans hésiter, je suis allé à l'ESAT, car je suis à l'aise à l'ESAT. Laissant loin derrière moi les stigmates de cette ancienne vie ingrate. Les symptômes que la nature me lègue, je préfère les oublier en échangeant avec mes collègues. Ainsi, leurs regards croisés m'ont réhabilité. La beauté de la nature et sa perfection m'ont permis d'exprimer ma guérison. Au lieu d'un handicap, montrer et cultiver ma différence. Voilà ma chance. Et autant dans la vie, ces différences sont source de tension. Autant en ESAT, elles sont synonymes d'acceptation. Aujourd'hui, mes mots remplacent mes mots et mes photos prises montrent qu'on peut surmonter les crises. Elles sont un message d'espoir
pour ceux qui ne peuvent entrevoir une lumière dans le noir. Aller vers une vie plus colorée d'amour et d'amitié, en nous rapprochant d'autrui, cela nous rend plus humains, car nos batailles d'aujourd'hui feront nos victoires de demain.